Et pour intervenir sur ce talk, bah, écoutez, j'ai un panel exceptionnel, des gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir. On va commencer par Madame Sonia Lacroix. Sonia Lacroix, vous êtes designer, enfin tu es designer, je te vous vois, on est moche. Bah. Tu es Bonjour. designer raconte, parle-nous de toi un peu. D'où Bonjour, viens-tu, je que m'appelle fais-tu? Sonia Lacroix, je suis designer Mets ton petit menton comme ça. en horlogerie et joaillerie depuis très longtemps maintenant, Tu peux le dire, depuis 2000. depuis 2000. Et puis, Le travail des enfants est ouais. pourtant interdit, c'est quand même incroyable. Ouais, j'ai commencé très jeune, ouais. Et puis, et voilà. Ben, je dessine Tu des as un montres et des parcours, bijoux. comment est-ce qu'on Alors- devient designer? S'il y a des gens qui veulent Alors, devenir designer, comment est-ce qu'on fait? J'ai un CFC, enfin j'ai une formation en joaillerie, d'atelier et de design, en bijoux surtout, et en gémologie. Et puis après, j'étais tout de suite engagée chez Piaget en fait pour dessiner les montres. Piaget, petite marque d'horlogerie qui appartient à un petit groupe qui expose Voilà. dans un petit salon voisin. Exactement. Voilà. Donc je suis restée 6 ans et puis après, je me suis mise à mon compte et j'ai dessiné des montres et des bijoux pour des grandes marques, des grands groupes et pour des indépendants aussi. Et pour toi-même désormais? Et maintenant pour moi-même, parce que j'ai lancé une marque l'année dernière qui s'appelle Altas. Et voilà. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, Altas? à Altas Horas, c'est le milieu de la nuit, les petites heures en espagnol. Très bien. Eh ben, c'est là qu'on va, jusqu'au milieu de la nuit. Restez avec nous. Ouais. Allez, je reprends ici James Binden, mon ami James Binden. Salut Jim. Bonjour. Écoute, je ne vais pas faire ton CV, il est trop long, parce que toi aussi, tu as commencé très jeune. Comment est-ce qu'on pourrait te définir? Skatologist, c'est ça ce qu'il y a sur ton... Oui, c'est ce que tu m'as demandé. Ah. Et puis j'avais mis Skatologist. mental designer. Mental designer. Qu'est-ce que c'est un mental designer? C'est un... Ah, c'est un truc c'est super joli sur le papier parce que ça veut rien dire. Donc comme Excellent. personne ne sait ce que c'est, ça marche très Ouais, bien. mais le problème, en fait. c'est que ça provoque des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mental designer, c'est parce que je pense que Appuie bien comme voilà, ça. Ouais. dans les choses dans lesquelles j'étais doté pas trop mal, c'est un cerveau. Donc j'arrive à réfléchir pour poser des questions et poser des réflexions. Donc, tu veux me prendre mon job, quoi. Tu vas poser des questions. Non, moi je les pose et après tu les valides. Ah, d'accord. Et voilà, d'essayer d'être créatif pour des gens qui en ont besoin, qui sont partis dans des voies un peu compliquées dans lesquelles ils ne s'en sortent pas et qui ont un besoin d'un œil extérieur pour reprendre une autre direction ou alors pour confirmer ou infirmer celle qu'ils ont déjà pris. Voilà, et ben justement, je t'ai appelé pour avoir cet œil extérieur, entre autres, et tu vas être notre fil rouge de la collaboration, et tu vas commencer tout à l'heure à revenir un petit peu sur l'historique de la... Tu es notre historien aujourd'hui, un petit Ça me peu. va. Tu seras la partie conservatrice, étonnamment, malgré toutes les couleurs que tu portes aujourd'hui, de ce talk. Ils sont très vintage quand même. Donc, Très vite. On va en parler. On va ouais. en parler. Romaric André, plus connu sous le nom de Seconde. Salut Romaric. Comment est-ce qu'on devient seconde? Comment on définit seconde? Est-ce que tu es un créatif, tu es un designer? C'est difficile. Je te pose la question, je vais éviter de faire des erreurs. C'est une question à laquelle j'ai moi-même pas complètement encore la réponse. Tu pourras mandater Jim parce qu'il a les réponses, il a les Il questions. va m'aider sur le coaching mental. Bonjour à tous. Donc Romaric André, j'opère sous le pseudo de Seconde. Je me qualifierais de customisateur de montres vintage. J'aime à préciser que la customisation que je fais est douce, dans le sens où elle est pas définitive, elle est sur des pièces qui peuvent être remises en place a posteriori. Donc je n'ai pas l'impression de saccager la valeur intrinsèque des montres vintage. Et je fais ça depuis 2019. Et ce faisant, j'ai développé ce qu'on va appeler de manière un petit peu globale un univers qui a pu intéresser certaines marques qui sont venues vers moi pour collaborer, non plus sur des montres vintage, mais sur des montres modernes. Excellent, on va en parler. Voilà, collab, pas collab, c'est un sujet. François-Marie Nessensas, salut. Salut. Réservoir, Voilà, Réservoir. CMO, c'est ça, Chief C'est ça. Marketing Officer, Exactement. co-founder. Voilà, on est trois en fait. Enfin, il y a François Moreau, le fondateur de Réservoir Watch. On a fêté nos 5 ans l'année dernière. Réservoir Watch, c'est assez simple. C'est comment reproduire fidèlement un instrument de mesure sur une montre. Et on le fait avec des complications horlogères, une rétrograde, une heure sautante et une réserve de marche. Voilà.
Excellent. Et alors, comment est-ce qu'on devient CMO? Je n'ai pas posé la question à Romaric, on y reviendra. Comment on devient CMO, co-founder, tout ça? Alors, bon, à la base, j'ai plus une formation marketing comme digital. J'étais dans un grand groupe Veuvaison, d'ailleurs, pour les Suisses, de Grand food. groupe Veuvaison. Veuvaison food. Veuvaison de food. Voilà, The Food, le premier groupe de food mondial. Et puis, bon, au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. Je voulais faire l'entrepreneuriat dans le luxe. Et j'ai croisé le fondateur de Réservoir. Et voilà, j'ai apporté mes compétences. Et à 3, il y en a un troisième qui est un ex-Rolex. Donc François est un ex-banquier. On peut dire Rolex, mais on ne peut pas dire groupe pardon, Veuvaison. XR. Voilà. On a fondé Réservoir avec l'idée à l'époque, on était un peu ambitieux. On voulait apporter un peu un vent de fraîcheur dans l'horlogerie. C'est pas faux, non? Oui, c'était l'idée. On espère. Jim en jugera. Voilà. C'est lui. Et avec des univers assez marrants d'automobile, aviation, monde de plongée et plein d'autres choses qu'on est en train de découvrir. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Excellent. Voilà. Ben, merci à toi tout de suite. Et voici Hakim Al-Kadiri. J'y suis bon. El Kadiri comme Kadiri, exactement. El Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ça Est-ce que va. vous entendez Hakim? C'est surtout ça qui est important. Oui, alors voilà, donc moi j'ai un petit parcours de 25 ans dans Puis l'horlogerie. bien sur ton menton comme ça. Hein, voilà, exactement, j'essaye comme ça, donc il faut le coller. Enfin, ouais, il faut le coller, il n'y a Ouais. que ça qui marche. Donc j'ai 25 ans dans l'horlogerie, j'ai travaillé dans un grand groupe aussi horloger. Et un jour, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, je veux faire quelque chose par moi-même. Et donc, j'ai lancé justement LK Watch, en fait, qui était une vieille marque. Ça, tu le savais ou Pas du tout, pas du ouais. tout. Non, Parce non, que je savais pas du tout que j'allais LK, faire c'est LK. toi, c'est comme ça Alors, que j'arrive à me LK, rappeler de c'est ton moi, nom. effectivement. Donc LK, c'est mon petit nom. Voilà, on m'appelle un petit peu comme ça parce que Le soir, au c'est creux de plus l'oreiller, simple. c'est LK. Exactement, Ouais. ouais, exactement. Susurré à l'oreille. Ouais, c'est vrai, moi, LK, ça me. Ouais. Ça sonne bien. Oui, ça Puis en sonne. fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un nom, bon, il a disparu depuis bien longtemps, hein, Oui. donc il a existé, mais c'est marrant parce qu'il sonne et il résonne encore dans les oreilles des gens. Donc c'est assez intéressant. Bon, ça, Et c'est la les puissance gens de ont- marque. Exactement. Donc les gens ont l'impression de connaître la marque et ça, c'est formidable. Bien Ouais. qu'elle ait que 4 mois. Que voilà. 4 mois? Elle a que 4 mois. En Elle a fait, que 4 mois, elle c'est a un petit été bébé là, lancée, c'est bientôt l'heure du biberon. officiellement, Voilà, exactement. Donc le 15 novembre 2022. Excellent. Mais merci en tout cas d'être joint à nous, parce que c'est aussi ça le salon, c'est les rencontres, et on a pensé à certaines personnes pour faire certaines choses. Et puis ce qui est sympa, c'est comme ça se passe bien. Et bon, tu es déjà intervenu cette semaine justement pour le côté revival de la marque, mais donc avec ce regard quand même un petit peu particulier, puisque ton pseudo est devenu une marque, mais la marque était ancienne, et ça c'est vrai que ça fait l'histoire assez intéressante. Voilà, original par rapport à un revival brand ou reviving brand, je ne sais pas comment on dit en américain, mais voilà, c'est ça. Merci, merci. Bon, allez, on va rentrer directement dans le sujet avec le professeur Dr S collaboration. James Binden, la collaboration alors avant de parler dans l'horlogerie, mais il y en a partout déjà, mais c'est quoi? C'est nouveau, c'est ancien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a toujours collaboré? Alors c'est un petit peu ça qui est délicat et on en avait parlé quand on a fait notre petite On a conférence répété, interne. c'est vrai, Quand toutes on les s'est un blagues peu ont déjà été écrites. tous présentés. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une collaboration. Et il faut arrêter de tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire que pour moi, hein, c'est mon avis, mais une collaboration, il doit y avoir un vrai partenariat, un vrai toucher entre les deux entités qui vont travailler ensemble, qui vont créer un projet. Une personne dans une marque ou une personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre licence et collaboration. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. La collaboration, aujourd'hui, on a des marques comme Suprême qui l'ont amené sur la table et qui ont défoncé le monde entier à coup de collaboration dans tous les sens. Je pense que c'est vraiment eux qui ont redéfini à partir de 2017 et les collaborations avec Louis Vuitton qui ont remis la collaboration sur le devant de la table comme étant pour toute marque un objet essentiel dans son marketing et dans sa collaboration. Dans les marques horlogères, il ne faut pas oublier que les premières marques qui ont fait des collaborations étaient des marques hyper cheap, avec tout le respect que j'ai pour elles, hein, mais c'était Swatch, c'était G-Shock, qui étaient des montres très abordables et qui, pour se donner de la visibilité, allaient chercher des artistes, allaient chercher des marques X ou Y pour en faire des partenariats. D'ailleurs, on appelait ça des partnerships à l'époque, hein, on n'appelait pas ça encore des collaborations, et qui ont jonglé sur ces choses-là. L'industrie du luxe, elle s'y intéressait que très tard, en fait. Elle a été chercher ses codes très, très tard là-dessus. Et aujourd'hui, je l'avais dit, et vous aviez grincé, et vous pouvez me reprendre, hein, parce que c'est un débat, et je vous laisserai me reprendre.
Mais pour moi, aujourd'hui, le mot collab, attention, je vais lâcher un pavé au milieu de la mare, c'est le bio du supermarché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sigle tout avec ce mot collab pour essayer de faire passer tout et n'importe quoi. Non, mais il n'y a pas d'exemple très précis que je veux défoncer pour rien, mais c'est-à-dire qu'on oublie qu'est-ce que doit être la collaboration. Pour moi, que j'aime ou que j'aime pas le produit, une Hublot sans bleu, où on va chercher le tatoueur, on lui dit « Viens, j'ai cette pièce », intervient dessus, ça valide la collaboration. Une montre Mickey, c'est un partenariat, c'est pas une collab. Ou alors il faut aller chercher quelqu'un chez Disney qui va de son coup de crayon interagir sur le produit en amont et pas juste mettre un logo sur un cadran ou sur un boîtier. Alors celle-là, je vais couper. Alors Hakim, tu veux J'ai envie de dire dire quelque chose Ouais. en fait, parce qu'en fait, les collaborations, pour moi, ça date d'encore plus vieux que les Swatch et tout ça. Donc moi, j'ai par exemple l'horlogerie, dans l'horlogerie, justement, dans la marque LK, effectivement, LK a collaboré à l'époque avec des grandes marques comme Ulysse Nardin, comme Heulière, comme Minerva. Donc justement, et moi, je me suis inspiré de tout ça pour pouvoir relancer cette marque. Mais c'était vraiment quelque chose qui se faisait déjà à l'époque, et même dans tous les domaines, et là, même dans le même domaine, justement, qui était l'horlogerie, beaucoup, justement, collaboraient, parce qu'il y en a un qui avait le mouvement, l'autre qui avait le savoir-faire, l'autre qui avait l'or, et donc il y avait beaucoup de collaborations. Mais là, Oui, mais pardon. Ouais, vas-y. Non, je veux dire, ils le faisaient, mais ils ne le marketaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dire c'est un produit XY. On en a eu beaucoup dans tous les domaines. Hein. On a eu la marque américaine qui s'appelle AMC qui a fait une collaboration avec Gucci dans les années 80. Ça, c'est un truc de fou, avoir une voiture Gucci. Je pense que c'est un truc complètement improbable et qui ne se fera pas de cette manière-là aujourd'hui. Mais c'était pas encore... On mettait en avant le savoir-faire des entités, mais ce n'était pas un élément marketing. C'est-à-dire qu'on disait, ben voilà, lui, il sait faire un bracelet, lui, il sait faire un cadran, lui, il sait faire un mouvement. On a collaboré ensemble sur ce projet, mais les gens ne l'entendaient pas comme un élément important d'une campagne marketing. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais moi, c'est bien de replacer le débat, parce que c'est vrai qu'après, il y a des problèmes de nom et de définition. Voilà. Alors, moi, je réagis par rapport à ça, à Réservoir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le propos potentiellement violent de Jim, il se trouve que là, on a... alors moi, j'avais appelé ça comme ça. C'était une collaboration tripartite, un trouble, pour ceux qui sont mais en fait, pas tant que ça, finalement. Si on veut bien suivre Jim, il y a une collaboration avec la Belle Noire. Exactement. Et il y a Popeye. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous la nous, collaboration. donc, on a une rétrograde. La rétrograde, dans les années 70 de 80, Genta avait twisté la rétrograde en intégrant un Mickey, ce genre de choses. Et ça nous a inspiré à intégrer des personnages de BD, un peu ce qu'il avait fait, mais sur des personnages de BD qui sont représentatifs de l'ADN de Réservoir. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. On l'a fait l'année dernière avec Black et Mortimer. On le fait, qui sont en fait tout simplement deux héros pleins d'audace qui vont sauver le monde, si vous connaissez cette franchise. Et cette année, on l'a fait avec Popeye. Popeye qui est quand même Popeye le Sailor, hein, faut quand même se rappeler, durant la Seconde Guerre mondiale, c'était plein d'audace. Hein. Engagez-vous pour aider l'US Navy, etc. Enfin, il y a quand même toute une histoire assez intéressante. Donc on a travaillé là-dessus avec l'idée de dire que sur nos cadrans, on peut animer en fait le personnage. Et il s'est trouvé que la collab, pour le replacer nous comme on la voit surtout comme une rencontre humaine. C'est-à-dire qu'on a rencontré donc la Belle Noire et on a très très bien fité avec eux. En termes d'esprit, en termes de façon dont ils envisagent le design. Et c'est ça qui nous a dit, on va faire un truc autour de Popeye ensemble. Voilà. Et c'est comme ça que la genèse est arrivée. Il y a le côté ADN de la marque, pour moi c'est les deux choses qui sont importantes pour nous, et deux, le côté fit humain. Et c'est à partir de là qu'on a pu faire quelque chose ensemble. Voilà. Mais collab alors si je peux rebondir, hein, et après bien sûr je vous laisserai tous la parole, mais pour moi, c'est pas un problème. Tu veux parler, Sonia. Non, mais que ça soit une collab, une franchise, une licence ou peu importe, ça rend pas le produit moins intéressant en fait. Et chez vous, il y a un vrai univers et il est cohérent avec Popeye, c'est une évidence. Donc, quand je tiens ces propos, je dénigre pas ce travail. C'est juste pour replacer un tout petit peu la contextualisation du mot. C'est-à-dire que prendre une Ferrari et y mettre un drapeau Marlboro ne rend pas une collab, c'est un partenariat. Vous avez été plus loin, mais
pas mal de marques ne vont pas aussi loin. Oui, en Et- allant et- chercher et aussi c'est- la et- Belle Noire. Quel a été l'apport de la Belle Noire? Donc c'est sur le design, sur. Voilà, alors on la dit la Belle Belle Noire, Noire, mais donc, aussi essentiellement avec Emmanuel ou d'autres, des gens. Alors avec Emmanuel, Emmanuel ce Curti, sont donc. surtout des horlogers de Genève qui ont un savoir-faire sur un certain nombre de choses, comme par exemple le coating du boîtier. Voilà. Ils ont aussi une flotte je dirais, d'expertise autour de la gestion de l'aiguille. On a une seule aiguille. Et sans rentrer trop dans la technique, mais nos aiguilles en fait sont assez délicates parce qu'elles supportent toute l'énergie de la rétrograde. Donc il a fallu trouver le bon matériau, la bonne découpe, les bons fournisseurs qui pourront nous faire en sorte que la montre fonctionne, qu'elle se passe très bien. Et ça, c'est l'expertise qu'a pu nous apporter la Belle Noire, en plus de ce traitement DLC en gris anthracite. Donc c'est une association, je ne sais pas si ça rentre dans la terminologie, c'est une association aussi de développement mutuel. C'est-à-dire qu'on est ensemble au on dirait au même stade de développement. On se dit, tiens, on va unir entre guillemets nos forces pour bien évidemment leur faire du business, mais dans le sens où rencontrer les bonnes personnes, mutualiser nos forces, se développer ensemble. Voilà, c'était aussi ça, bien sûr, le fait saillant derrière. Hakim, toi aussi, tu es porteur d'une collab avec ta jeune marque bébé de 4 mois. Et déjà une collab. Voilà, effectivement, c'est vrai que pour une marque comme la mienne, donc les budgets sont très limités. Et donc, il faut trouver justement des moyens un petit peu pirates pour pouvoir se faire voir, se faire connaître, et aussi en dehors justement du domaine horloger. Donc, c'est vrai que le domaine horloger est important, hein, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu sortir et avoir des collaborations dans le même sens que tu as envie de communiquer. Donc, au niveau du lifestyle, il faut avoir justement des supports. Et là, en fait, je connaissais bien justement le journaliste qui a travaillé sur le début de la collaboration. Je lui ai proposé de travailler justement et de faire quelque chose ensemble, de faire un modèle ensemble qui pourrait être justement dans le magazine. Donc j'ai collaboré avec Hero Media, qui ont Moto Hero, Montre Hero, Auto Hero, Bot Hero, et voilà. Donc ils ont pas mal de magazines, et donc l'idée était de pouvoir justement avoir un soutien publicitaire. C'est pas un publicitaire, donc c'est vrai qu'une page de pub, c'est bien, c'est joli, mais c'est vrai que je voulais un petit peu plus, avoir un petit peu de texte aussi, quelque chose, un environnement. Et donc, Hero m'a fait justement un photoshooting avec une motocyclette française, hein, donc qui était BAC Motocycle, qui ont sorti aussi une collaboration avec Hero. Je n'ai rien du tout à voir avec BAC, mais effectivement, j'ai pu utiliser justement aussi ce soutien-là, donc photo par Heroes. Et donc avoir justement une double page dans Montre Hero hier et une page simple justement dans Moto Hero une semaine auparavant. Et donc ce qui est intéressant, c'est effectivement, j'ai travaillé les codes couleurs de la marque, du magazine. Donc ils ont un petit corbeau. On a fait 25 pièces. On l'a mis justement au numéro 25 pour justement souligner un petit peu cette collaboration et ces 25 pièces. Donc derrière, c'est noté justement 1 out of 25 pièces, donc c'est noté dans le dos. Et puis, on a aussi sur le natto, on a imprimé justement le petit corbeau. Sur le fond du boîtier est aussi gravé le haut avec le corbeau aussi dessus. Donc l'idée était justement d'avoir quelque chose dans les codes couleurs de la marque, mais qui soit en relation aussi avec ma marque. Donc vraiment ce côté Café Racer, ce côté justement années 60. Donc le Café Racer a été créé dans les années 60. Et franchement, je pense que la collaboration est assez juste pour le magazine, pour la marque et ensuite après pour moi, pour pouvoir avoir du support. Jim, je vois que tu t'es lancé. Non, mais là, je valide parce qu'il y a vraiment, comme pour vous, il y a un travail qui a été fait ensemble. On a eu chaud, hein, franchement. Non, mais voilà, vous avez travaillé ensemble sur ce produit et qui le rend cohérent dans vos univers respectifs. Alors, bon, maintenant, j'ai interrogé un petit peu nos amis créatifs ici présents. Je vais commencer par Sonia. Je vois que tu t'ennuies et que tu as envie de parler. Donc, comment on passe de... Enfin, tu as évidemment participé à un certain nombre de collabs. Enfin, déjà, tu es designer, tu es créatif. Généralement, on en a parlé hier parce qu'on a fait un sujet hier sur les femmes designers. Les designers sont plutôt des gens de l'ombre. Alors, les femmes designers sont encore plus dans l'ombre. Alors, c'est encore... voilà. Oui, tout à fait. Donc ouais. déjà, il y a ce sujet-là. Et puis ensuite, évidemment, la collaboration. Donc on est venu te chercher. Ouais. Donc c'est la Alors, première c'est, ou pas la première? Comment ça se passe? Alors, là, Comment on se c'était rend assez compte naturel. Enfin, ça s'est fait vraiment
voilà, comme ça. La marque s'appelle March Lab. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque française. Marque française, ouais. Et puis, j'ai eu un magasin à Genève, en vieille ville Tout de à Genève, fait. pendant 7 ans. Et puis, c'est une des marques que j'avais en magasin. Donc, je le connais très bien, le fondateur, Alain Maric. Et puis, on se connaît très bien. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'aimerais faire la première petite montre un peu joaillère, à introduire un peu de diamant, utiliser de diamant. Et puis, j'aimerais que tu t'en occupes. J'aimerais que tu la dessines. Donc là, on vient réfléchis. chercher comme designer, quelque part. Comme designer, oui. Bah oui, comme designer. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de brief. J'avais vraiment carte blanche. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose que tu aimerais porter. Donc, j'avais pas de délai, j'avais pas de deadline, j'avais rien. 10 ans plus tard, Quelques temps plus tard, je crois une année plus tard, j'ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Et un jour, j'étais là, écoute, j'ai trouvé quelque chose, je t'envoie les dessins. Et puis, je lui ai envoyé cette proposition qui est assez simple, mais quand même un peu radicale. Je pense que quand il a découvert le projet, il était un petit peu choqué. Et, choqué. Un peu, ouais. Choqué. Il est Il n'est pas à Genève. Ah, toi aussi un peu choqué. C'est vrai que j'avais pas envie de faire j'avais pas envie de proposer quelque chose de banal, genre un diamant à chaque index. Et puis voilà, c'est ce qu'on fait généralement partout. Et du coup, je suis venue avec la moitié certi et l'autre moitié index bâton. Et alors, comment de designer tu deviens collab? Parce que c'est ce qui se passe après, tu vois. Parce qu'au fond, il pourrait te remettre dans l'ombre, ce qui se passe généralement avec les créatifs et les designers dans toutes les maisons. Et puis, il assumait pas. Il dit, oh, attends, on va te mettre en collab. Toi, tu tête de gondole. Ça va... Non? Comment ça se passe? C'est un souhait, c'est une question, parce que là, tu avais carte blanche, donc tu t'es saisi de l'espace qu'on t'a alloué, et là, tu t'es exprimé. Voilà, ouais, tout simplement. Mais ça s'était fait naturellement. C'est une vraie collaboration parce que c'est vraiment, on n'était que les deux à décider. C'était vraiment. Non, mais ne te justifie pas par rapport à Jim, je pense qu'il est d'accord. Non, mais il n'y avait aucun. Y a pas. Ça a l'air de rien, mais ce genre de projet, je pense que qui ne serait jamais sorti dans une grande marque. Si je l'avais proposé dans une grande marque, une des grandes marques avec qui je travaille, jamais ils auraient osé faire ça. Mais là, ils vont encore plus loin, c'est ça que je veux dire. C'est que là, ils te mettent en avant. C'est Sonia Lacroix ou March Lab, X Sonia Lacroix. Alors, oui. Le fameux X de collab. Tu n'as pas parlé du X, Jim. Écoute, je pense que voilà, il est fier de travailler avec moi, comme je suis fière d'avoir fait ça pour eux. C'est pas... c'est aussi une mise en lumière particulière pour aussi un designer, une designeuse d'être mis en avant. De la même manière que Label Noir est mis en avant. Bon, maintenant, ils ont fait déjà d'autres collaborations, mais on les a vus apparaître il y a quelques années aussi, comme ça. Oui, il y a une notion de complémentarité, de crédibilité. Ils ont une crédibilité horlogère. Nous, on avait une crédibilité sur les comics maintenant. Et l'association des deux fait qu'en fait, c'est 1 + 1 = 3, quoi. Tout à l'heure, tu parlais le trouble, c'est ça dont on parlait. Romaric, alors comment toi, tu es tombé dans la collab? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, tu nous as pas parlé un peu de ton parcours. C'est la question que j'ai ratée tout à l'heure, mais je profite de t'avoir là pour dire, voilà, d'où tu viens et où es-tu, après où tu vas, je sais pas. Ça, c'est toi qui nous le diras. De mon côté, la collab, je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que quand je me suis lancé avec l'aventure seconde, c'était une démarche assez discrète qui avait pour vocation de n'être que moi avec des clients finaux. J'étais en quête de simplicité. Je venais de sortir d'un projet d'entreprise qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui m'avait un petit peu vidé aussi, qui ne s'est pas bien terminé. Ça n'a pas mal terminé, mais qui ne s'est pas bien terminé. Dans l'horlogerie ou dans un domaine non, mais c'était un domaine qui mixait la haute horlogerie et la téléphonie mobile. C'était il y a quelques années, quand il y avait des velléités d'attaquer un éventuel marché du téléphone mobile de luxe qui avait été identifié par Nokia via sa filiale Vertu. Donc j'étais un petit peu lessivé par les projets complexes nécessitant beaucoup de fonds
J'avais envie de revenir à quelque chose d'assez simple et direct. Donc, être direct tout en continuant à travailler sur l'horlogerie, c'était d'aller chercher quelques pièces vintage assez faciles à trouver. Donc, il n'y avait personne à convaincre, il n'y avait pas de sous-traitants, de fournisseurs à convaincre. Sur base de ces montres vintage qui ont une traction naturelle, quand on va chercher des petites montres Rolex vintage, de petites Omega vintage, on s'appuie quand même sur la force de ces marques-là, sans pour autant dépenser des sommes folles. Et puis, ramener un petit peu sa fraise. Donc, qu'est-ce que, sur cette base-là, je peux raconter? Et mon apport, ça a été de jouer sur ces aiguilles et de raconter une toute autre histoire que la première histoire que ces montres-là avaient pu raconter. Et donc, au début, c'est twister des montres vintage et les vendre à des clients particuliers de la manière la plus simple, efficace qui soit. Et à cette époque-là, il y avait l'émergence d'Instagram qui permettait pour des gens assez discrets, assez planqués dans l'ombre, de néanmoins pouvoir toucher une clientèle potentielle internationale. Et la collab, je ne l'ai absolument pas identifiée au début. C'est en me focalisant sur ce que j'avais envie de faire, du simple, du direct, du un peu différent, qu'il y a un univers qui se déploie, qu'il y a une identité graphique qui se déploie. Et là, les marques, et je reviens à ce que tu disais, moi, je suis très content que tu aies choqué Marchlab, parce que c'est, je pense, une des raisons pour laquelle... Ils s'en remettent pas, on les a non, pas parce vus, ils sont pas je là. pense qu'on est un alibi, mais on est un bon alibi, c'est-à-dire on est ce qu'ils ne peuvent pas faire, et je comprends qu'ils ne puissent pas le faire. Et c'est toujours un bon signe quand on les surprend et quand on leur tire un petit peu le bras. Ça veut dire qu'on fait notre boulot d'être légitime et de ne pas simplement aller dans le sens du narratif qu'ils veulent déployer, narratif que je respecte, et que dans leur vie, 365 jours par an, ils doivent se tenir à ce narratif, parce que si une marque se dilue, elle meurt. Mais ponctuellement, c'est quand même génial d'aller chercher des gens un petit peu embêtants qui vont justement se permettre des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et puis parce que je pense que nous, à notre niveau, on n'est pas linéaire, mais à notre niveau d'humain, nous ne sommes pas linéaires. Une marque doit l'être. Moi, c'est ma concept. Une marque doit l'être. Mais tu vois, j'en viens à ma question à Sonia tout à l'heure. C'est-à-dire que je me dis, si tu avais été mainstream, la montre aurait été designée comme un mandat externe, tu n'apparaîtrais pas forcément. Et tout d'un coup, tu dis, voilà, tu les choques, et ben, ça devient collab. C'est un peu le sens de... Ça doit plaire à Tu l'as Jim. perçu comme ça ou... Enfin, maintenant, ils se sont habitués. Maintenant, on a eu beaucoup de presse sur ce projet. Parce que ça a vraiment beaucoup plu. On va continuer, on va faire des variantes. Et puis maintenant, le public va devoir s'habituer un peu à... Mais ça peut devenir un produit clé chez eux, Oui. un peu emblématique, mais on verra. C'est le temps qui décidera, quoi. Oui. En tout cas, c'était super de pouvoir faire ça. Jim, Ouais. tu veux réagir? Non, je voulais rebondir sur ton travail. Pour moi, le coup de génie absolu, c'est Louis Error. Parce que là, du coup, on a quelqu'un qui saute à pieds joints au milieu de la flaque et qui, pour le coup, bouscule tout. Je ne suis pas sûr qu'elle soit passée du premier coup. Je pense que tu as dû un peu pas lâcher grand-chose pour dire je veux aller au bout de ce projet. Mais ça, pour moi, c'est du génie. J'étais persuadé qu'elle ne passerait pas. Et c'est souvent quand tu es persuadé que ça ne passera pas qu'en fait, tu l'amènes de manière si naturelle Voilà, que ça là, passe. j'ai demandé à Théo, notre ami Théo de Showcase, de mettre en avant un petit peu ton Instagram pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors là, il y a des créations, ça c'est pas sur des vrais produits, hein, pardon. Non, mais on est descends Théo un petit peu. Il y a quelque chose sur la page qui serait peut-être bien caractéristique de ce dont on parle. Là, les petits sabliers, là, c'est une collaboration que tu as fait avec Louis Erard qui vient de sortir, sauf erreur. Exactement. Donc, c'est une pièce qui vient un peu dans la continuité parfait. de notre relation avec Louis Erard, où au début, j'ai voilà. commencé à m'amuser et un peu à détourner leur nom.
là, l'idée, c'est d'être. Alors, il y avait un retailer, donc on retombe dans cette idée de troupe que tu as abordé tout à l'heure, Marc-Christian. Ouais, Il y avait un retailer, The Hourglass, assez fameux. Et donc, moi, j'ai toujours voulu, je trouvais ça assez marrant, de mettre un sablier à la place de cette petite seconde, parce qu'on vient là mixer le Windows 95 et une forme le début du métaverse avec des savoir-faire horlogers qui sont ancestraux. Donc, rien que le contraste esthétique marche. Et l'idée ensuite, c'est que le cadran que vous voyez là, c'est un cadran émail grand feu qui notoirement est un process infernal où il y a des rebuts de malades, où ça prend du temps, énormément de rebuts, on n'est jamais sûr du résultat et du rendu final. Donc ça implique une énorme patience, on s'arrache les cheveux j'étais content de pouvoir rebondir avec mon aiguille et avec mon envie d'un choc esthétique avec du sous-jacent un petit peu plus en rapport avec le savoir-faire horloger très pénible que constitue l'émail grand feu. Email. Donc la prochaine photo, Théo. Donc voilà. Non, alors je sais pas. Ouais. Donc voilà, après je joue. Voilà, en haut, pardon, celle du milieu, Théo, excuse-moi. Voilà. Après, je dirais que c'est aussi important cette mise en contexte et Pour moi, un produit n'est que produit quand il vient avec une histoire, avec une mise en contexte. Et c'est un de mes kiffs, on va dire, c'est que je suis content de teaser le produit et ensuite de le présenter et si possible avec quelques jeux de mots. Et je suis toujours content de rappeler le monde de l'email et de Windows en même temps que de parler d'Email qui est un savoir-faire qui a 400 ans. Rétro Geek. François-Marie, la marque. Vous êtes les deux représentants d'une marque. Vous êtes une marque, même si LK, tu es seul, mais tu es une marque à toi tout seul. Donc le choc, pareil dans la collaboration avec La Belle Noire, il y a un choc, il y avait cette recherche de choc. Comment tu réponds finalement au choc? Alors non, mais c'est super intéressant. Alors, si on reprend La Belle Noire, c'était plus un apport sur la façon de faire la montre, plutôt parce que le sujet de la collab est Popeye en fait. Donc Popeye est arrivé avant la rencontre, non? Ou comment ça marche? En même temps, de façon, Okay. comme on dit, concomitante. Mais du coup, il n'y a pas eu le frontal d'un designer en fait autre que François Moreau, qui est notre directeur artistique aussi, qui est là dans la salle. Salut François. Voilà, qui vient d'arriver et qui du coup, il n'y a pas eu ce choc frontal comme tu le citais. Mais voilà, en revanche, on est très ouvert, sans teaser quoi que ce soit, à avoir ce choc frontal dans Vous avez différents entendu dans un là, futur. Sonia, Voilà. Romaric, là, ils veulent du choc. T'as un commentaire, François, puisque tu es là? Ce serait quand même dommage que tu parles pas. Il parle bien quand même, mais c'est vrai. Bon, ok. Je te pose la même question, Hakim. En fait, moi, sur la dernière marque, j'ai travaillé dans Tu une veux société. dire des noms? On peut trouver sur Google. Non, je vais demander à Théo de chercher voilà, sur Google. Effectivement, donc l'idée, c'était justement d'avoir aussi une partie collaboration. Donc j'ai commencé en 2014 à faire des collaborations avec des designers qui étaient dans différents milieux, que ce soit des designers de meubles, des designers d'habits, des designers, pour montrer que le design était un petit peu partout. Et puis c'est devenu au fil du temps en fait une ligne particulière. Donc je faisais 5 collaborations par année avec des designers de tout milieu. Et donc en finalité, je n'avais pas besoin d'avoir fait du choc, mais l'idée était de pouvoir justement créer une ligne, créer une identité à la marque qui était très 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 proche du design. Jim? Non, je voulais juste dire aussi, ce qui est très intéressant dans vos projets, chacun d'entre vous, c'est que vous avez préservé un équilibre entre la marque et la collab. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que quand la collab prend le pas sur la marque, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'on en avait parlé aussi, et je vais le redire, parce que la moitié des gens... Vous nous dites si on vous dérange, vous n'ont deux. pas J'ai l'impression qu'il y a un écouté truc un notre peu talk chaud là. privé. Pour moi, la collab, c'est aussi une perte d'identité pour certaines marques, et c'est un terrain qui est très dangereux. C'est-à-dire que la collab, elle est intéressante, comme pour vous, chez Réservoir, vous avez votre ligne, puis il y a eu la Black & Mortimer, il y a la Popeye, et puis demain, il y en aura une autre. Ça rend le truc intéressant. Quand on a certaines marques, alors pas trop dans le monde horloger, mais qui ne font que collab sur collab, on peut aussi se poser la question de savoir si ils ont vraiment des designers de talent, puisqu'ils ne survivent que par le talent des autres.
C'est important aussi de marquer son territoire. Chez toi, tu l'as fait, et de l'avoir fait de cette façon, et toi aussi, tu l'as fait, et de l'avoir fait de cette façon dans vos travaux respectifs, vous ont amené à faire une plus-value pour quelqu'un d'autre. Mais quand ce quelqu'un d'autre prend l'ascendant sur la plus-value de la marque, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. On a des grands groupes qui recyclent aujourd'hui, mais pour moi, on marche sur la tête. Ils font une collab A, et puis finalement, quand elle marche plus trop bien chez A, ben, on la met dans le même groupe chez B. Puis comme on a payé beaucoup d'argent pour l'avoir, on va commencer à pouvoir continuer à la faire vivre. Ça a été le grand débat il y a un an sur la Moonswatch. Est-ce que la Moonswatch est la raison d'être ou pas? Le marketing prouve aujourd'hui qu'ils ont fait un coup magistral, mais qu'est-ce qui va rester de ça? Voilà, donc attention aussi, trop de collab tue la collab. Des réactions? François Oui, Marie. alors c'est super intéressant parce que c'est une réflexion C'est fondamentale intéressant qu'on ce que s'est tu dis. posée T'as bien fait de venir. en interne de nombreuses fois. Alors sur la partie, je dirais pas collab mais comics, on en est même arrivé à se dire que on allait construire au sein de Réservoir une collection qui va s'appeler Comics by Réservoir. Et donc là, on pourra s'exprimer et qui du coup va un peu délimiter de façon très intellectuelle ou avec une sorte de ligne en Ligne de pointillé. conduite un peu. Voilà, ce qu'est Réservoir, l'ADN de ces réservoirs qui sont en fait des instruments de mesure inspirés d'automobile, aviation. Et puis de l'autre côté, on aura la ligne Comics by Réservoir qui sera un peu plus twistée, qui twistera nos modèles et sur lequel on pourra s'exprimer et donc du coup nourrir en fait au fur et à mesure ces éléments. Mais c'est vrai que c'est une question qui se posera après à l'avenir sur la collab, comme tu le cites, où là on va travailler avec un designer de renom, un artiste. Et là, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore travaillé, mais c'est un bon rappel, un truc à garder en tête. Sonia, tu veux rebondir peut-être? Pas du tout. Non, ça va, t'es bien? Tu te sens bien? On est bien assis dans ces Tout est canapés. très hein, c'est ce que intéressant, je vous avais j'écoute dit. attentivement tous vos propos. Swap. Mais ouais, non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Des fois, Je ça savais que j'allais frise de arriver à vous mettre d'accord. ridicule. Mais non, mais c'est chouette. C'est justement quand les collaborations, il Tu peut te se fais passer piquer des choses montres à Kim, fais inattendues. gaffe là. Ouais. Tu vas aller vendre des montres ou? Voilà, ouais. Non, ouais. Ok. Moi, je veux bien ajouter quelque chose sur le Vas-y. travail que tu fais. J'admire beaucoup ce que tu as fait avec Marchlab, qui est un ami aussi de la marque, qu'on connaît bien, horlogerie Alain est française, copain, tout le Alain. monde est copain avec Alain ici, quand même. Il n'est Voilà. pas là, il n'est pas venu. Et ce que je Pas trouve venu. intéressant, c'est que le travail avec un designer ou un créatif peut aussi défricher un segment sur lequel la marque n'est pas forcément à l'aise, ou n'a pas encore trouvé les clés pour y rentrer de façon, on va dire, pour s'établir dedans. Et ce que tu as fait, je trouve c'est super intéressant parce que ça leur permet de donner une espèce de, comment on dit, un springboard ou quelque chose qui les amène en fait dans un univers où ils n'ont pas construit leur légitimité, mais qui vont construire avec toi. C'est super intéressant. On verra. Ils avaient fait une collab avec une styliste il y a, je crois, 1 ou 2 ans. Et puis, mais c'était très mode. Là, moi, je voulais proposer quelque chose de plus hors lot, quoi. Plus sérieux, je sais pas. Mais ouais, plus hors lot. Mais ils viennent du fashion, enfin ils viennent vraiment dans la nature du fashion, et tu leur apportes justement cette caution joaillère et horlogère. C'est pour ça que je parlais d'un segment où ils n'y étaient pas jusqu'à présent et que tu as pu défricher. Et ça, je trouve que c'est super intéressant vraiment, pour Merci une marque. beaucoup. Mais il faut aussi que la marque en question lâche la bride. Et je pense que c'est très important. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une attaque frontale envers personne. Mais pour ma part, par exemple, j'ai travaillé pas mal de mois sur un projet pour une grande marque et qui finalement... Commence par un C. Ouais, qui commence par un C, qui au bout de 6 mois m'ont dit mais tout ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir un fond noir avec une typo en blanc. Mais vous êtes gentils les gars, pourquoi vous venez me chercher pour faire ça? Vous n'avez pas besoin de moi en fait. Laissez-moi m'exprimer, laissez-moi... vous êtes venu me chercher pour mon univers, laissez-moi m'exprimer dans mon univers. Parce que c'est pour faire un truc noir avec un truc en blanc, vous n'avez pas besoin de moi. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Jim. C'est pour des marques très fortes, il faut qu'au moment de la collab, ils se reculent, ils te laissent toute ta place, et que juste après, ils la reprennent pour justement pas se diluer comme ce que tu suggérais avant de faire collab sur collab. Donc c'est quand même, c'est pas de l'eau tiède, quoi. C'est tout d'un coup, je te laisse ma place et j'abandonne mes guidelines qui pourtant sont en place et ont fait mon succès.
Donc c'est quand même il faut te faire méga confiance et puis il faut que le mindset des équipes soit un petit peu dans cet état d'esprit alors qu'ils ont l'habitude de faire du management, certains pourraient dire du micromanagement. Et ensuite, dès que toi tu as fini ton boulot, c'est attention, on remet nos codes parce que sinon on va les diluer. Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident pour les marques qui ont des contraintes et des visions très long terme, là où on peut un peu et j'ai eu à faire face à cela parfois, c'est toi, tu es là que pour la... C'est sûr que tu veux qu'on aille à fond, mais tu n'es plus là dans un mois, toi. Ouais. Nous, on est là dans 100 ans. Donc, nos intérêts sont alignés temporairement, alignons-les. N'oublie pas que nous, on doit survivre à la collab. Oui, je suis d'accord. Et il faut, alors là, je me mets de votre côté, il faut aussi que nous, les créatifs ou les designers, on ait les moyens de dire, les gars, je lâche pas, c'est ça ou rien, c'est ma ligne de conduite, et maintenant, c'est ça ou rien, et si c'est rien, tant pis. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé de lâcher des projets en disant, je n'irai pas dans votre direction, vous êtes venu me chercher pour ça, et je ne lâcherai rien. Donc, si vous ne le voulez pas, tant pis pour vous. Chez Réservoir, il est parti maintenant, mais François, vous êtes prêt alors à lâcher la bride totalement ? Est-ce que les mains vont tourner? C'est la question à poser à François Moreau. Ah, il est parti, évidemment. François, reviens. Non, mais c'est effectivement un... en fait, je le tournerai un peu à l'envers. À partir du moment où ça respecte l'ADN de la marque, je vais revenir peut-être sur l'ADN de la marque après, et que ça respecte le fit humain, ça ne peut que fonctionner. Et donc après, si ça, c'est entre guillemets les deux règles de fonctionnement, ça ne peut que aller dans le bon sens. Parce que le créa ou le designer ou l'artiste aura intégré l'ADN de la marque, il sait où aller, il connaît le territoire, il connaît les valeurs, il sait ce que convait la marque auprès de ses clients. Et le fit humain, c'est la notion de confiance. Tout à l'heure, on fonctionne beaucoup sur la confiance. Donc du coup, si ces deux choses sont là, ça paraît des mots un peu bateaux, mais pour moi, c'est les deux choses essentielles. Après, après on peut lâcher la bride. Et après, il peut y avoir des discussions vives, plus ou moins. Mais c'est normal, ça fait partie de l'humain. Mais voilà, et il faut arriver à un moment donné où, OK, on sait où on est, on sait qui est à la place. Les deux fondamentaux sont là, le DNA, on se fait confiance, bam. Voilà. Je comprends. Mais les deux projets que vous avez portés sur vos... Plus que deux, mais les projets que vous avez portés sur vos épaules en lâchant rien, et tu l'as dit avant, ont été des succès. Donc, à un moment donné, il faut aussi... il faut dire tant pis, quoi. Romaric, tu as déjà eu des noms? Non, merci. Je me nourris de noms. Ah, je mange du nom à longueur de journée. Mesdames, venez. Messieurs aussi, hein, d'ailleurs. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Et évidemment, c'est intégralement partie du jeu. Donc, si tu n'es pas prêt à te prendre du nom... après, moi, je suis content que ça me fasse encore quelque chose. Parce que les gens qui disent non, moi, de se faire envoyer paître, ça ne me fait rien, je m'inquiète. Je pense qu'on a un ego quand même à protéger. C'est un peu pour ça qu'on nous appelle. Sinon, vous ne seriez pas des designers. Donc, si on n'a pas un petit ego, alors du coup, il manque un peu de colonne vertébrale et il manque un peu de vision. Donc, le nom m'emmerde encore. Et je suis content que ce soit encore un petit peu dur à avaler. Et en même temps, je me retrouve l'avocat des marques. Et en même temps, je les comprends. Je les comprends. Mais moi, je continuerai à proposer des choses qui amèneront des noms. Et donc voilà, je n'ai pas envie de me moyenner. Je suis prêt à les accepter. Mais je ne suis pas sûr que ça soit de l'ego. Je suis plus sûr que ça soit de la confiance en soi et dans son projet auquel on croit. Je pense que personne... Alors, il y a ceux qui mangent à table chez tout le monde, puis il y a ceux qui croient en leur projet et en leurs partenaires. Et je pense que si tu acceptes un partenariat ou une collab avec une marque, c'est que tu crois en elle. Et si tu crois en elle, c'est que tu l'as forcément comprise. Sinon, tu vas faire du à boire et à manger qui n'a absolument aucun sens au final. J'ai une petite question, en fait, justement à seconde. Toi, tu procèdes comment? Je te suis sur Instagram, je vois que tu fais pas mal de dessins, je te suis, c'est magnifique. Je vois que tu es designer à la base, hein, donc voilà. Et en fait, tu procèdes comment? Tu fais des propositions justement sur Instagram, et puis les gens après te disent ah tiens, ça m'intéresse et je suis. Avant tout, on se met d'accord sur un tarif.
Excellent. Non mais c'est vrai. Non mais bravo. Ça c'est le designer 3.0. Et alors, je me suis mis à accepter les bitcoins. Ça a complètement changé ma vie. C'était directement orienté. Non, Là. blague à part, il n'y a pas de process. Tu vois Sonia, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un petit je vais te dire la réalité, c'est il peut m'arriver d'avoir une idée que tout d'un coup je sens suffisamment forte pour que je la pousse, quand bien même je ne connais pas mon interlocuteur, tout ça. Je me dis, j'essaye de trouver le visuel qui demande le moins de mots possible. Si tu dois commencer à écrire 10 lignes pour contextualiser qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait tant. Donc je joue au côté assez catchy de l'image. C'est des marques qui viennent me voir. Alors j'ai un petit hack, un petit trick, c'est que grâce à Instagram m'a fait, j'ai émergé grâce à Instagram, c'est que en faisant des collages, donc je suis pas sur du copyright un peu généreux, je prends des photos que je viens un petit peu déstructurer et je m'amuse et je rajoute un petit truc, je tag la marque. Donc, je ne suis pas en train de sonner à la porte et de gratter la collaboration. Je fais quelque chose de mon côté qui me fait plaisir et je le poste. C'est une manière indirecte de quand même envoyer un petit message caché qui parfois n'atteint pas du tout sa cible. Et je ne le fais pas avec l'intention d'atteindre quelconque cible. Mais il se trouve que parfois, ça peut être ça. Ça peut être une idée qui nécessite un travail graphique de collage. Je poste et ça peut interpeller. Donc, il n'y a pas de process. C'est des idées qui me viennent, des marques qui viennent me voir. C'est différent à chaque fois. Donc souvent, en fait, tu as donc, ta proposition que tu vas faire sur Instagram. Et ensuite, après, les gens vont faire ce que tu as proposé ou bien ils te demandent autre chose. Pareil, ça dépend. Soit j'ai été pertinent de mon côté et ça c'est devenu pertinent à leurs yeux et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire si ce n'est ensuite mettre tout ça en forme et essayer de contextualiser le truc. Soit c'est simplement une appétence de leur part pour mon univers et rencontrons-nous. Ce qui peut ce qui très souvent ne mène à rien parce que la bonne idée, elle n'est pas partout tout le temps. Je veux dire, des fois, je suis sec face à une marque que je peux aimer. Je suis sec. Multiples raisons. Des marques, par exemple, avec des cadrans chargés, mais pas chargés péjorativement parlant, dont l'ADN est volontairement un peu chargé, j'ai souvent beaucoup de mal à travailler parce que moi je suis quand même dans l'adjonction d'un truc. Si tu rajoutes quelque chose à du compliqué, ça devient illisible. Donc des fois je me retrouve face à des voies sans issue, très souvent. C'est la vie. Je rebondis sur Sonia. Sonia, donc première collab finalement. Est-ce qu'on peut prendre ton micro? Est-ce que ça ouvre des champs? Merci Sonia. Est-ce que ça ouvre des champs, des demandes, des rencontres? Est-ce que certains veulent être choqués désormais? Est-ce que tu as provoqué un attrait au choc? Bon, ça intéresse, mais je sais pas. Définir tes tarifs, il faudra demander à Romaric les conseils. Ouais, voilà, on va parler, tu vas m'expliquer 2-3 trucs, comment ça fonctionne, comment me vendre mieux. Non, oui, ça intéresse. C'est un projet. Oui, c'est un projet qui intéresse. Et puis, j'ai pas. Et ça t'intéresse toi aussi? Parce que là, il y avait une relation aussi particulière avec Alain. Non, dans le sens que vous connaissiez, pardon. Non, mais on verra, je sais pas. Mais en tout cas, c'est chouette quand un designer a carte blanche pour faire un projet. Forcément, c'est génial, quoi. On est libre et pas de deadline. Ça peut. Voilà, moi j'ai mis une année à lui envoyer quelque chose. Donc c'est pas que j'y réfléchissais tous les jours, mais tout d'un coup j'ai eu une idée et puis voilà. Ça c'est vrai que c'est super comme ça. Merci. Je vais demander à Bilan, Frédéric Thomas, est-ce que tu as une question économique parce que le sujet c'était un peu business. Est-ce que tu veux parler un peu d'argent rapidement? Viens, monte alors, viens. Ah, tu veux rester là? Mais t'es beau, viens, je t'ai vu la vidéo là d'hier. Vous m'entendez? Ouais, ok. Ouais, super. Oui, effectivement, on a beaucoup parlé design. Appuie sur ta petite barbe là. Ou alors, moi, Fred, ok, mets-lui pas un sur peu le de bouton, sur son. la barbe, Voilà, ouais. ouais, monte le son. Excellent. Non, on a beaucoup parlé design de la collaboration et comment la création se fait. Et c'est fascinant. Mais après, la collaboration, c'est aussi une arme de vente, une arme de distribution. En fait, c'est pour l'argent. Je suis tellement pur. Et en fait, Merci, moi, ce qui Bilan. m'intéresse aussi, c'est dans ces collaborations à foison, dans ces collaborations qu'on voit partout, qui fourmillent, comment est-ce qu'on arrive encore à avoir une idée qui peut avoir l'impact recherché? Parce qu'à la base, il y a la partie vente qui va être cet impact de la collaboration.
Est-ce que ça va devenir de plus en plus dur? Est-ce qu'on va s'y perdre? Et est-ce que finalement, à terme, la collaboration, elle aura toujours de l'impact en termes de vente et en termes de communication? Je te réponds. Ouais, réponds pour nous. Voilà, Tim, non, s'il te mais après, chacun répondra. Ce qui devient compliqué, je pense ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'il y a encore 5-10 ans, quand une collaboration était posée, elle était posée. C'est-à-dire qu'on disait X a fait Y, bon, ça a bien marché, on va aller chercher un peu dans le même univers, mais on ne va pas faire pareil. Aujourd'hui, on a des collabs sans gêne, notamment Rolling Stone, par exemple, dans le milieu de l'horlogerie. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle marque qui crie au génie, on est en fait une collab Rolling Stone. Il y en a, je pense, aujourd'hui, il y en a 4 qui sont sur le marché, qui ont fait des montres avec le logo des Rolling Stones. Mais bon, les gars, je sais pas, vous ne levez pas le matin en vous disant que peut-être ça a déjà été un peu épuisé de ce côté-là. Donc, ça devient compliqué, en fait. Et c'est ce qui me ramène à mon Non, mais là, on est mon plus sur la entrée licence, en en fait. disant attention entre collab et licence et ce genre de partenariat, parce que c'est un terrain qui est très glissant aujourd'hui. Et j'ai quand même envie de dire, alors c'est encore une fois que mon ressenti personnel, mais je pense que c'est un Vous petit envoyez les peu, lettres de mise en demeure, on Ouais. donnera l'adresse. c'est un petit peu en train de s'essouffler quand même. Mais c'est mon impression. On va plutôt retourner aujourd'hui chez des créateurs et des designers pour trouver de l'authenticité. Finalement, c'est vous qui allez sortir du lot, mais ça, c'est mon impression. Ouais, mais cet abus des franchises ou de la surutilisation des franchises, elle peut avoir un impact sur des collaborations plus nobles et plus créatrices, du fait qu'on va mélanger tout et n'importe quoi, et qu'à terme, peut-être que ça va aussi diminuer l'impact d'une collaboration de designer, je ne sais pas comment on peut la qualifier, d'une collaboration. Ouais, moi je veux bien rebondir sur la réflexion que tu portes, notamment sur Popeye. Le nombre de montres Popeye qui existent, il y en a quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est 4, mais moi, j'en ai en tête au moins 5. Donc voilà. Après, la différence, c'est encore une fois, comment est-ce que Popeye s'associe à l'ADN de la marque? Et après, il y a plusieurs réalisations de montres Popeye qui sont plus ou moins heureuses, ou comment dire, l'intégration a été faite. Bon, voilà, je surfe sur une opportunité, on va le dire un peu comme ça. Moi, le retour que j'ai, donc nous, on a fait 200 pièces en édition limitée. Les 100 premières pièces ont été vendues en moins de 2 semaines. D'un coup, pam. Et en fait, quand on regarde, quand on va creuser sur qui, pourquoi l'acheter, etc., il y a une notion de dire, quand on monte la montre, il y a un effet waouh, quoi, en se disant, tiens, le Popeye s'anime, c'est vous. Enfin, voilà, il y a ces éléments. Et là, c'est là où on se dit, en fin de compte, la collaboration, elle a rapporté quelque chose pour la marque. Elle construit la marque sur un territoire où elle était, entre guillemets, un peu attendue parce qu'on avait déjà fait du comics. Et on va avoir un retour sur investissement parce que tout le monde, la prochaine fois qu'on se voit, va nous dire « Mais vous, dans le Comics by Réservoir, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire après ?» Et donc, c'est là où on commence à se dire on a porté une pierre à la construction de la marque dans la durée. Ce qui, à mon avis, est très différent sur une marque déjà établie, qui a besoin de renouveler ou de trouver de nouveaux acheteurs et sur qui la collab va, tu parlais de Suprême, va apporter une génération ou des acheteurs du streetwear qui n'est pas du tout dans la cible de Louis Vuitton, si on prend ça, et qui du coup va leur permettre d'aller faire du recrutement. Ce qui n'est pas du tout à notre niveau, en fait, n'est pas du tout le cas, puisque nous, à notre niveau, c'est d'aller explorer des territoires et de construire la marque avec ces territoires, ces explorations les unes sur les autres. Moi, j'ai une question du coup qui revient chez toi. Bonjour. Bonjour, Marc-Christian. En fait, c'est une J'étais pas question préparé. toute simple, non? Mais il n'y a pas de raison. Ah. Comment on protège une collab? C'est-à-dire que là, Comment on comment protège Réservoir Non, peut faut un dire bon avocat, je pense. Popeye, c'est à moi pendant un petit moment, c'est à moi, c'est tout, c'est à moi, j'ai payé, j'ai créé pour, c'est à moi. Comment est-ce qu'on protège une collab? Comment est-ce qu'on protège une collab? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de Popeye et de droit ou autre, mais c'est vrai que le sujet Popeye m'a interpellé, je ne l'ai pas creusé, je suis désolé, c'est vrai, je ne pensais pas qu'on viendrait forcément sur Tu aurais pu faire tes devoirs. le terrain juridique. Mais Popeye est tombé dans le domaine public il n'y a pas si longtemps. Malgré tout, voilà, exactement. Malgré tout, Popeye, la marque Popeye, le nom Popeye est une marque.
il est arrivé la même chose, est en train d'arriver la même chose à Mickey, c'est-à-dire qu'il y a certaines icônes qui sont en train de tomber effectivement dans le domaine public. Et qui dit domaine public, c'est du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est certaines choses. Et malgré tout, ces grands groupes, je ne sais plus exactement à qui appartient Popeye, ils ont quand même été très prudents et ils ont déjà redéposé leurs icônes sous la forme de marque. Certains dessins à nouveau aussi redéposés. Donc, mais là, alors, c'est là où moi je vais me perdre, on va dire juridiquement. Puis peut-être que juridiquement, je ne fais plus forcément de distinction entre la collab et la licence. Si tu me parles de Popeye, je vais penser licence, droit des marques, voilà. Après, effectivement, il y a un acteur designer comme Label Noir. Je vais penser contrat de design, éventuellement redevance. Je ne sais pas comment c'est organisé, mais voilà, c'est contractuel au fond. Et puis c'est un mélange, c'est une construction. C'est comme ça qu'on protège une collaboration. C'est en encadrant les relations et les personnes, parce que c'est ce qu'on disait au début, c'est des humains autour d'une table et il faut. Alors, c'est pas forcément écrit, hein, on ne va pas forcément chez un avocat, etc. C'est toujours mieux d'avoir un écrit et de contribuer à ma caisse de pension, mais c'est un accord de principe et un équilibre à trouver. Et voilà. Et bon, parfois, il faut passer aussi à la caisse pour avoir une image de Popeye ou une image de Mickey, ou même, bon, c'est parce qu'on pense à eux, mais il y a plein de choses qu'on n'imagine pas qui sont brandées. Hein. Moi, je pense souvent à Smiley, c'est un truc de fou, c'est une histoire incroyable. Ça, on pourrait vraiment, faudrait vraiment que Bilan s'y intéresse pour faire un truc, je pense, un article un jour. Voilà. Merci. Ouais, non, mais de façon très simple, Popeye, c'est une licence, en fait. Voilà. Je pense que la co-création entre des artistes et une marque, c'est autre chose. Je pense que là, c'est un autre registre. Mais pour nous, Popeye, c'était assez, on va dire, direct. Il y a la licence à prendre, machin. Et donc on négocie. Après, il y a une notion de négociation des droits. Et du reste, on a été assez surpris parce qu'on n'avait pas d'exclusivité. Et puis du coup, on a vu qu'il y avait d'autres fabricants horlogers qui ont lancé des Popeye juste avant nous. Bien moins bien intégrés que nous, ça je peux le dire, parce que je peux me lâcher là. Non, mais les vraies bonnes licences, malgré tout, enfin les vraies licences les plus sérieuses, celles que je vois juridiquement, il y a quand même des délais de shoot, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas 4 licences en même temps sur des segments de prix. Voilà, généralement, c'est assez bien orchestré. Et ça me fait penser à un article que je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas encore ouvert dans le dernier Watch Around, un autre de nos partenaires médias sur le talk, ce qui est revenu sur les collaborations Mickey et Janta. Et Stéphane Gachet s'est posé la question de qu'est-ce qui s'était passé. Et je connais un petit peu l'histoire des designers qui ont travaillé à l'époque dans la société qui s'appelait Daniel Roth et Gérald Janta entre Disney et cette société. Et là, il y a eu une vraie collaboration avec des choses assez incroyables sur le bras de Mickey qui devait passer à un certain endroit, mais pas à un certain autre, par rapport à la glotte, par rapport au truc. Et c'est assez dingue. C'est aller voir vraiment et lire dans Watch Around. Voilà. Donc il y a des licences et puis il y a aussi plusieurs niveaux, quoi. Il y a la licence un peu de base où tu achètes éventuellement le stickers, mais après il y a des niveaux de licence dans certains groupes qui sont très très avancés, quoi, qui sont très très forts et voilà. Mais là ça se résout juridiquement. Est-ce que vous appliquez une déontologie dans vos travaux en disant j'ai travaillé avec un tel et du coup allez, pendant 6 mois je vais pas refaire ça? Bonne question, c'est parfois en effet pas évident. Quand on commence à discuter avec une marque, on finit par trouver éventuellement une idée, un concept, ça y est, on le fait. Le planning n'est pas clair. Si entre-temps, on rencontre une autre marque avec un concept que, pour nous, il n'est pas en overlap avec ce qu'on vient, mais quelle en est de la perception de l'autre marque? Elle peut considérer qu'il y a un overlap parce qu'en fait, c'est peut-être pas un concurrent direct, mais ta thématique est un peu la même que la nôtre, elle n'est pas exécutée. Donc ça, d'un coup, c'est absolument pas formalisé. Moi, je fais très gaffe à ça, pas toujours évident. Écoutez, on a explosé une fois de plus le temps qui nous était accordé, enfin le temps qu'on s'accorde soi-même. Vous voyez, l'audience est complètement délirante. Hein. Heureusement, les téléspectateurs ne le voient pas. En tout cas, on a passé un excellent moment. Je vous remercie beaucoup. Allez, Hakim, merci à toi. Merci. François-Marie, merci. Romaric, merci. Sonia, merci. Jim, merci. Merci, Christian. Merci aux personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin.